Quelle serait votre réaction si un enfant de 9 ans, chaussé de bottes de fortune, promettait de rendre à votre fille la capacité de marcher? Imaginez s'il avait raison. L'air était vif ce matin-là à Birmingham, en Alabama. Pas assez glacial pour laisser tomber de la neige, mais suffisamment pour créer des nuages de poussière visibles et vous faire mal aux doigts. Les visiteurs se pressaient à l'entrée et à la sortie du centre médical pour enfants de la 7e avenue. Enveloppés dans des écharpes, serrant des boissons chaudes, ils se précipitaient comme s'ils pouvaient échapper aux circonstances qui les avaient amenés là. Cependant, un individu restait immobile. Il occupait un morceau de carton aplati près de l'entrée tournante. Il dessinait paisiblement dans un carnet usé. Il s'appelait Ezekiel Zek Carter, il avait à peine 9 ans. Sa veste était trop grande, les poignets retroussés, et une de ses chaussures était recouverte de rubans adhésifs sur le devant. Une casquette de laine cramoisie lui tombait bas sur le front, lui couvrant à peine les oreilles. Il ne suppliait ni ne demandait d'aide, il restait simplement là, observant les gens entrer et sortir. Il apparaissait presque tous les samedis. Plusieurs employés de l'hôpital avaient d'abord tenté de le faire sortir lorsqu'il commençait à apparaître, mais ils avaient fini par abandonner leurs efforts. Zek ne causait aucun trouble. Il souriait lorsqu'on lui adressait la parole, et lorsqu'il ne dessinait pas dans son carnet, il observait. Observant constamment. La plupart des gens pensaient qu'il y avait un membre de sa famille à l'intérieur. Peut-être un frère ou une sœur. Peut-être attendait-il un transport. Personne ne s'enquit longuement. Pas dans un tel endroit. En face de la rue, stationné près d'une borne d'incendie, un Range Rover argent foncé tournait toujours. Le moteur continuait de tourner, mais le conducteur restait immobile. À l'intérieur était assis Jonathan Reeves, un homme d'une quarantaine d'années aux traits marqués et aux cheveux grisonnants aux tempes. Sa cravate était desserrée, le col de sa chemise froissé. Il possédait de la richesse. Cela se reflétait dans l'éclat de son véhicule, même sous l'éclairage artificiel de l'hôpital. Pourtant, il semblait en perte d'énergie. Sur la banquette arrière, un siège auto contenait sa fille, Isa, 6 ans, les boucles brunes derrière l'oreille, les jambes recouvertes d'un bandage rose. Ses yeux restaient écarquillés, mais elle restait silencieuse. L'incident avait tout bouleversé. Un instant, elle grimpait aux arbres et rivalisait avec ses cousins dans le jardin. L'instant d'après, elle était immobilisée du ventre vers le bas, assise dans le silence. Jonathan ouvrit la porte arrière, la souleva avec précaution et la transporta vers le bâtiment. Il ne remarqua pas Zek au début. La plupart des gens l'ignorèrent, mais Zek l'observa. Il vit Jonathan la bercer comme si elle allait se briser, son regard fixé vers le haut, évitant la structure. Zek fixa le bâtiment plus longtemps que d'habitude. Puis, juste avant qu'ils ne se croisent, il se leva et cria « Monsieur, je peux aider votre fille à marcher. » Jonathan s'arrêta net. Non pas par offense ou confusion, mais à cause de la manière dont il avait prononcé sa déclaration. Pas un discours commercial, pas de l'humour, juste doux, clair et sincère. Comme si Zek y croyait pleinement. Jonathan pivota, les yeux plissés. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Zek resta impassible. Il s'avança, serrant son carnet sous son bras. « J'ai dit que je pouvais l'aider à marcher à nouveau. » Jonathan le fixa du regard, resserrant son étreinte autour d'Isla. « Ce n'est pas drôle, mon enfant. Je ne faisais pas d'humour. » La voix de Zek resta ferme. Pas de sourire, juste ce même ton calme, un calme d'adulte dans une silhouette enfantine. Jonathan examina la tenue de Zek, sa botte réparée, les verres abîmés de ses lunettes qui pendaient de sa chemise. Ce devait être une étrange coïncidence, peut-être même une supercherie. Il se retourna et entra sans ajouter un mot. Mais intérieurement, il ne pouvait s'empêcher de le contempler. La façon dont l'enfant l'exprimait, non pas avec optimisme, non avec incertitude, mais comme si c'était la vérité. Cependant, quelque chose dans cette voix restait ancré dans l'esprit de Jonathan, et cela continuerait de le tirailler jusqu'à son retour. Jonathan tenta de renvoyer l'enfant. Pendant les heures qui suivirent, il supporta les rendez-vous médicaux d'Isa, prenant note des mises à jour des thérapeutes, des neurologues et des spécialistes. Tous utilisaient les mêmes phrases, contrôlant les attentes. Un long voyage s'annonçait. Les miracles exigent de la patience. Il avait tout entendu. Mais la déclaration de Zek résonnait dans ses pensées comme une irritation persistante. « Je peux rendre à votre fille la capacité de marcher. » En début d'après-midi, Jonathan et Isa sortirent du bâtiment. Le soleil avait percé la couverture nuageuse, mais le froid restait vif. Il se dirigea vers le véhicule, portant Isla comme d'habitude, lorsqu'il aperçut de nouveau Zek, toujours présent. Même carton, même carnet, sauf que cette fois, il fixait Jonathan du regard, comme s'il savait qu'il reviendrait. Jonathan marqua une pause. Il jeta un coup d'œil à Isla. Sa tête reposait contre son épaule, les yeux clos. Son corps était léger, excessivement léger pour une enfant de son âge.
Il se retourna. Encore toi, murmura-t-il en s'approchant. Pourquoi exprimer une chose pareille? Tu trouves ça divertissant? Zek secoua lentement la tête. Non, monsieur. Tu ne la connais même pas, rétorqua Jonathan en posant doucement Isa sur le siège arrière. Tu ne comprends pas ce qu'elle a vécu. Tu ne comprends pas ce que nous avons enduré. Zek ne recula pas, je n'ai pas besoin de la connaître pour t'aider. Jonathan se redressa. Tu as quoi, 9 ans? Presque 10. Exactement. Tu es un petit garçon assis devant un établissement médical, les pieds bandés. Qu'est-ce que tu pourrais bien comprendre à aider quelqu'un comme ma fille? Zek baissa les yeux, ses doigts parcourant le bord de son carnet. Ma mère aidait les gens à remarcher, dit-il doucement. Elle était kinésithérapeute. Elle m'apprenait des choses. Elle disait que le corps se souvient même lorsqu'il oublie temporairement. Jonathan le fixa du regard, le scepticisme grandissant dans sa poitrine. Et alors? Tu l'as observé faire des exercices et maintenant tu te prends pour un médecin? Je l'ai vu aider un homme à marcher après avoir été confiné à un fauteuil roulant pendant 5 ans, dit Zek, les yeux levés. Elle n'avait ni matériel ni infirmière, juste ses mains, sa patience et sa foi. Jonathan ouvrit la bouche pour répondre, puis s'arrêta. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Une infirmière passa et salua Zek d'un petit signe de tête. Un gardien de l'hôpital fit un signe de tête au garçon. Ils semblaient tous le connaître. Je ne vous donne pas d'argent, dit Jonathan. Je n'ai pas demandé d'argent. Alors, que désires-tu? Zek inspira profondément et s'avança. Juste 1 heure. Laisse-moi te faire une démonstration. Jonathan se tourna vers Isla, qui avait maintenant ouvert les yeux et les observait tous les deux en silence. Il soupira en se massant l'arête du nez. Je dois partir immédiatement. Zek ne bougea pas, je dois contacter la sécurité, ajouta Jonathan. Pourtant, le garçon resta silencieux. Jonathan finit par expirer. Bien. Tu veux perdre ton temps, mon enfant? Retrouve-nous à Harrington Park demain midi. Ne sois pas en retard. Zek hocha la tête. J'arrive. Jonathan monta dans le SUV, démarra le moteur et partit sans se retourner. Mais dans le rétroviseur, Zek était toujours là, les mains le long du corps, l'air indéchiffrable. De retour chez lui après le dîner, Jonathan était assis dans son bureau. Des documents étaient éparpillés sur son bureau. Aucun n'avait de sens. Il n'arrêtait pas de penser à Zek, comme s'il savait quelque chose. Isa jeta un coup d'œil dans la pièce. « Père » demanda-t-elle. Il se retourna. « Oui, ma chérie. » Qui était ce garçon? Jonathan marqua une pause. « Juste quelqu'un qu'on a croisé devant l'hôpital. » Il avait l'air d'y croire, dit-elle. « Croyez quoi? Que je pouvais marcher. » Il la fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle sourit faiblement et passa ses doigts sur l'accoudoir de son fauteuil roulant comme s'il s'agissait de jambes. Mais Jonathan ne souriait pas, car pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui ne se sentait pas engourdi. C'était risqué, comme l'espoir. Harrington Park était le genre d'endroit que la plupart des gens passaient sans s'en rendre compte. Un terrain de basket abîmé, quelques balançoires dont les chaînes grinçaient, et une pelouse qui prétendait être un terrain de football. Le dimanche, c'était généralement vide, surtout vers midi. Mais ce jour-là, Zek était déjà là, assis sur le banc le plus proche du grand chêne. Il portait la même veste trop grande, mais son carnet était rangé. À la place, il avait un petit sac de sport à ses pieds et une serviette pliée sur le banc à côté de lui. À 12h07, le SUV de Jonathan arriva. Il ne parla pas au début, se contenta de récupérer Isla, la déposa délicatement dans son fauteuil roulant et la conduisit jusqu'à Zek. Il ne les regarda pas dans les yeux. Ses bras étaient fermement croisés, comme s'il regrettait déjà d'être là. Zek se leva à leur arrivée. « Rebonjour », dit-il poliment. Jonathan hocha la tête avec raideur. Isla fit un signe timide de la main. Zek lui sourit. « Bonjour, Isa. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Bonjour. » Jonathan haussa un sourcil. « Comment connais-tu son nom? »« Tu l'as dit hier, » répondit Zek. « Je me souviens de certaines choses. » Jonathan ne répondit pas. Il fit simplement un geste vers la serviette. « Et maintenant? Un tour en tapis volant ?» Zek ignora le sarcasme. « Non, monsieur. Juste les bases. » Il ouvrit son sac et en sortit une paire de chaussettes, une balle de tennis, un petit pot de beurre de cacao et un récipient en plastique rempli de ce qui semblait être du riz chaud enveloppé dans du tissu. Jonathan plissa les yeux. « C'est quoi tout ça? »« Des trucs que ma mère utilisait, » répondit Zek. Le riz réchauffe. Il aide à détendre les muscles tendus. La balle soulage les points de pression.
Jonathan croisa de nouveau les bras. Zek se tourna vers Isla. Si tu acceptes, puis-je travailler tes jambes un court instant? Rien de douloureux. Promis. Et si tu as une sensation étrange, dis simplement stop. D'accord. Isa leva les yeux vers son père. Il soupira. Tu peux essayer. Sois prudente. Zek s'agenouilla près de sa chaise. Il retira délicatement la couverture de ses jambes et plaça le sachet de riz chaud sur ses cuisses. Isa tressaillit légèrement. Trop chaud, demanda-t-il. Elle secoua la tête. C'est agréable. Zek hocha la tête et attendit. Après quelques minutes, il commença à bouger doucement ses jambes, sans saccade, sans forcer, juste de petites rotations, de gauche à droite, de haut en bas. Jonathan observa attentivement, prêt à intervenir si quelque chose tournait mal. Mais rien ne se passa. Tu as déjà fait ça? Demanda-t-il, méfiant. Zek ne leva pas les yeux. Ma mère m'emmenait dans des refuges après l'école. Elle aidait les vétérans, ceux qui n'avaient pas les moyens de suivre une thérapie. Elle disait que tout le monde méritait de se sentir à nouveau humain. Je portais son sac. Jonathan haussa un sourcil. Et elle t'a appris ça? Oui, elle disait que le corps n'a pas toujours besoin de fantaisie, juste d'attention. Il tapota légèrement le genou d'Isla du poing américain. Tu ressens ça? Non, murmura-t-elle. Zek hocha de nouveau la tête, imperturbable. Ce n'est pas grave. Je continuerai à lui poser des questions. Il continuait à lui parler tout en travaillant, lui demandant quelles étaient ses couleurs préférées, son plat préféré, les séries qu'elle aimait regarder. Au début, ses réponses furent brèves, puis elle commença à lui poser des questions. Tu habites dans le coin? En quelque sorte. Tu vas à l'école? Avant. Pourquoi plus maintenant? Zek hésita. Ma mère est tombée malade. Puis elle est décédée. J'essaie de comprendre depuis. Isla baissa les yeux. Je suis désolé. Zek lui adressa un petit sourire. Merci. La posture de Jonathan s'adoucit légèrement, mais il ne dit rien. Au bout d'une trentaine de minutes, Zek lui tapota à nouveau doucement la cheville. Tu sens ça? Isa cligna des yeux. Un peu de pression. Zek leva les yeux vers Jonathan. C'est bien. Jonathan plissa les yeux. Elle dit parfois ça pendant ses séances habituelles. Oui, répondit Zek. Mais ces séances se déroulent dans une salle pleine de machines. Parfois, les enfants ont peur des machines. Ils se crispent. Mais ici, il désigna le parc. Il y a de l'air, des arbres, c'est différent. Jonathan ne dit rien, mais il écoutait vraiment maintenant. Zek aida Isla à étirer ses jambes, puis lui donna quelques mouvements simples à essayer avec ses orteils, en les remuant simplement. Elle essaya. Rien d'évident ne se produisit, mais elle n'avait pas l'air découragée. Je te montrerai à nouveau la semaine prochaine, dit Zek en se levant. Ça prend du temps, mais tes muscles, dit-il en désignant ses cuisses. Ils se souviennent encore de comment s'en servir. Il faut juste leur rappeler. Le sourire d'Isa s'élargit encore. D'accord. Jonathan s'éclaircit la gorge. On ne promet rien, dit-il rapidement. Zek hocha la tête. Moi non plus. J'essaie juste. Jonathan le fixa une longue seconde. Puis, sans prévenir, il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit un billet plié et le lui tendit. Zek recula. Non, monsieur. Je ne veux pas de ton argent. Jonathan parut surpris. Alors, pourquoi fais-tu ça? Zek haussa les épaules. Parce que ta fille souriait. Jonathan baissa les yeux vers Isla. Elle souriait toujours, mais il ne comprenait pas comment un garçon qui avait tout perdu pouvait donner autant à une fille qu'il connaissait à peine. Le dimanche suivant, il faisait plus chaud, mais Zek portait toujours sa veste. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que cela lui donnait l'impression que sa mère était proche. Elle l'appelait son manteau d'assistante. Elle disait que tout bon guérisseur avait besoin de quelque chose qui lui rappelle pourquoi il se soucie de lui. Il était déjà de retour à Harrington Park à 11h45. Serviettes disposées, provisions alignées et une bouteille d'eau posée à côté de lui. Quelques enfants jouaient au basket sur le terrain voisin, et le chien de quelqu'un aboyait au loin. À midi pile, le SUV de Jonathan arriva. Isa souriait avant même que la voiture ne s'arrête. Zek lui fit un signe de la main. Salut, Isa. Salut, gazouilla-t-elle, ses boucles rebondissant tandis que Jonathan l'aidait à s'installer dans son fauteuil roulant. Jonathan avait l'air fatigué à nouveau, mais différent cette fois, moins alourdi. Il adressa un léger signe de tête à Zek, sans un mot, mais c'était plus que la semaine dernière. Zek se mit au travail. Même installation, même sac de couchage chaud, mais cette fois, quelque chose avait changé. Isa essayait maintenant.
Peux-tu appuyer ton talon sur le sol demanda Zek doucement. Elle ferma les yeux, concentrée. Rien ne se passa. Ça va, dit-il. Parfois, il faut du temps à la tête pour trouver le bon chemin. C'est comme essayer de traverser une foule. Il faut juste se forcer. Jonathan se tenait derrière eux, les bras croisés à nouveau, mais cette fois plus pour se tenir chaud que pour se protéger. Pourquoi fais-tu tout ça demanda-t-il soudain. Zek leva les yeux. Parce que je me souviens de ce que je ressentais quand ma mère aidait les gens. Elle leur donnait l'impression qu'ils comptaient. Je veux faire ça aussi. Jonathan hocha lentement la tête. Tu as déjà pensé à faire autre chose? Parfois, dit Zek, mais ça me semble bien. Jonathan regarda Isla. Elle tapait à peine du pied, mais il bougeait. Pour la première fois, il ne dit rien. Il se contenta d'observer. Les week-ends suivants, ils continuèrent. Même heure, même endroit. Zek apprit à Isla à utiliser des élastiques pour renforcer ses chevilles. Il fit rouler des balles de tennis sous ses pieds pour aider son cerveau à se souvenir où elles se trouvaient. Il montra à Jonathan comment masser les points de pression derrière ses genoux et expliqua que chaque nerf avait une fonction à jouer, même lorsqu'il était silencieux. Et puis vint le jour difficile. C'était le 4e dimanche. Zek arriva comme toujours. Mais quand le SUV s'arrêta, Isa ne souriait pas. Ses yeux étaient rouges. Jonathan avait l'air en colère. Elle ne veut pas le faire aujourd'hui, dit-il sèchement en la soulevant dans le fauteuil. Isa refusa de les regarder. Zek s'approcha lentement. Que s'est-il passé? Isla croisa les bras. J'ai essayé de bouger mes jambes ce matin, mais rien n'est arrivé. Rien? J'en ai marre d'essayer. C'est inutile. Jonathan détourna le regard, la mâchoire serrée. Elle a été frustrée tout le week-end. Zek hocha la tête. Il s'agenouilla à nouveau près d'elle. Tu crois que je ne me fatigue jamais? Elle ne répondit pas. Tu crois que je ne suis pas restée assise dans un refuge à pleurer quand ma mère n'avait pas les moyens de payer ses médicaments et que je n'ai pas dû rester là à regarder? Son regard se posa sur lui. Tu as le droit d'être en colère. Je le suis aussi parfois. Mais si tu arrêtes maintenant, la partie de toi qui veut marcher pourrait aussi arrêter d'essayer. Elle fixa le sol. Je ne veux pas que tu abandonnes, dit-il doucement. Parce que je n'ai pas abandonné. Silence. Puis Isla murmura, j'ai peur. Jonathan se retourna. C'était la première fois qu'elle disait ça à voix haute. Zek se pencha plus près. Moi aussi, mais avoir peur ne veut pas dire arrêter. Ça veut juste dire qu'on est proche de quelque chose d'important. Isa s'essuya le visage. Bon, on réessaie. Et c'est ce qu'ils firent. Zek la guida doucement dans les mouvements, moins bavardant cette fois, juste de la présence et de la patience. Jonathan intervint aussi davantage, l'aidant à déplacer son poids, encourageant chaque petit tressaillement. Au bout de 30 minutes, Isa bougea son pied droit. Pas un orteil, tout son pied. Il glissa lentement et avec raideur, mais il bougea. Jonathan s'agenouilla à côté d'elle, clignant des yeux comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien vu. Refais-le, dit-il. Elle le fit. Zek sourit, mais ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir et d'observer. Plus tard dans la soirée, Jonathan se tenait devant sa maison, sur Crestview Drive, les yeux fixés sur la lune. Il avait cessé de se demander qui était vraiment Zek. La question n'avait plus d'importance. Intérieurement, Isa riait, racontant le mouvement du pied à sa tante sur haut-parleur. Pour la première fois depuis 6 mois, leur maison ne ressemblait plus à une chambre d'hôpital. On se sentait à nouveau chez eux. Mais quelque chose en Jonathan avait commencé à changer. Pas seulement les jambes de sa fille, mais le poids sur sa poitrine, la culpabilité, la fierté, le mur qu'il avait érigé entre lui et le monde. Il se fissurait. Lundi après-midi, Jonathan était assis dans son bureau, les yeux rivés sur un contrat intact. Son téléphone vibrait toutes les 2 ou 3 minutes. Des emails, des appels, des nouvelles de clients, mais plus rien ne semblait urgent. Ce qui lui revenait en tête, c'était ce moment dans le parc, le pied d'Isa glissant comme s'il lui appartenait à nouveau. Il l'avait vu de ses propres yeux. Et celui qui avait rendu cela possible était un enfant de 9 ans, avec des bottes scellées et un nom de famille inconnu. Il ouvrit un nouvel onglet de navigateur et tapa « Ezekiel Carter Birmingham ». Rien ne sortit, à part quelques résultats épars. Il consulta de vieux bulletins d'informations locaux et des bases de données scolaires. Quelques mentions d'un certain Zek et de sa mère, Monique Carter, dans une clinique communautaire. Pas d'adresse, pas d'informations récentes. Il ferma l'ordinateur et se laissa aller en arrière. Ce gamin était un fantôme. Sauf que ce n'en était pas un. Le samedi, ils étaient de retour à Harrington Park, mais la situation était différente.
Jonathan avait apporté un tapis de sol supplémentaire et une chaise pliante. Il avait tendu un sandwich à Zek à leur arrivée. Il n'en avait rien dit, le déposant simplement à côté de son sac de sport. Zek avait adressé un petit « merci » et l'avait rangé pour plus tard. « Prête, Isa » avait-il demandé. Elle avait levé le pouce. Allons-y, ils avaient pris leur entraînement. Bouillotte, étirement, flexion des orteils. Aujourd'hui, Jonathan s'était pleinement impliqué. Il s'était assis en tailleur sur l'herbe, effectuant chaque mouvement expliqué par Zek. Il avait même raté une fois. « Tu te penches mal » avait dit Zek avec un sourire. Jonathan lui avait lancé un regard noir. « Je ne me suis pas étiré depuis la fac. » Ils avaient ri, même Isa. Au bout d'une vingtaine de minutes, Zek s'était penché en avant. « Bon, Isa, essayons quelque chose de différent. » Il sortit une ceinture de son sac et la plaça sous ses genoux, montrant à Jonathan comment tenir chaque extrémité. « Elle va essayer de lever les deux genoux maintenant, juste un peu. On l'aide à garder l'équilibre. » Elle contrôle le mouvement. Jonathan cligna des yeux. « Tu es sûr ?» Zek acquiesça. Elle est prête. Ils lui laissèrent quelques secondes. Son front se fronça, ses yeux se plissèrent. Elle grogna doucement, puis ses genoux se soulevèrent légèrement, d'un accent grave peine 1 centimètre. Mais ils se soulevèrent. Jonathan la regarda, stupéfait. « Tu as fait ça ?» Elle sourit. « Je l'ai fait. » Il déglutit difficilement. « Tu l'as vraiment fait. » Zek hocha lentement la tête, les yeux rivés sur la ceinture. « Tu vois, le corps se souvient. Il faut juste être assez patient pour le laisser parler. » Jonathan le regarda. « Tu es vraiment extraordinaire, gamin. » Zek ne répondit pas. Il commença simplement à guider doucement Isla pour la prochaine étape. Après la séance, tandis qu'ils rangeaient leurs affaires, Jonathan s'accroupit à côté de Zek. « Où vas-tu après ça ?» Zek haussa les épaules. « Aux alentours. » Jonathan baissa la voix. « Tu as un endroit où dormir ?» Zek hésita, puis dit « Parfois. » Jonathan expira lentement en se frottant la nuque. « Tu as déjà pensé à venir passer un moment avec nous ?» Les yeux de Zek s'écarquillèrent. « Tu es sérieux ? J'ai une chambre d'amis. Tu ne serais pas gênant. » Zek baissa les yeux vers ses mains. « Tu es sûr que tes voisins ne s'en soucieraient pas d'un enfant comme moi ?» Jonathan eut un petit rire. « Bon sang, après ce que tu as fait pour ma fille, il ferait mieux de se taire. » Zek ne répondit pas tout de suite, mais Jonathan voyait les choses tourner. Le lendemain matin, Zek se tenait devant la maison de Jonathan, son sac à dos en bandoulière, une couverture roulée sous le bras. Jonathan ouvrit la porte en jogging et une tasse à café à la main. « Pile à l'heure, » dit-il. Isa courut dans le couloir. « Zek. » Il sourit. « Salut, superstar. » Jonathan s'écarta. « Bienvenue à la maison. » Les jours qui suivirent furent calmes mais riches de sens. Zek eut sa propre chambre, un lit douillet, des draps propres et un petit bureau. Il ne parlait pas beaucoup, mais il ne manquait jamais un étirement matinal avec Isa. Elle bougeait maintenant des deux pieds, ne marchait pas encore, mais les choses tournaient. Son cerveau s'étendait à ses jambes. Comme s'il se souvenait de la connexion. Un soir, alors que Jonathan faisait la vaisselle, il s'arrêta et s'appuya sur le comptoir. « Zek » dit-il par-dessus son épaule. « Tu as déjà pensé à retourner à l'école ?» Zek, qui dessinait à la table de la cuisine, leva les yeux. « Parfois. » Jonathan hocha la tête. « Tu es intelligent. Tu pourrais aller loin. » Zek pencha la tête. « Je veux aider les gens à remarcher comme ma mère. » Jonathan se tourna vers lui. « Alors, voyons comment Y a mené. » Zek eut un petit sourire. « D'accord. » Ils ne dirent pas grand-chose de plus ce soir-là. Ils n'en avaient pas besoin. Mais pour la première fois depuis des années, la maison des Reeves n'était pas un lieu de silence. Elle était remplie de petits bruits qui représentaient la vie, des pas, des rires, des gribouillis et la guérison. Tout commença avec une infirmière du centre médical pour enfants. Un dimanche matin, elle promenait son chien dans Harrington Park et aperçut un visage familier, Isa. Elle ne l'avait pas vu en dehors de son fauteuil roulant depuis des mois, et encore moins sourire, lever les genoux, bouger les orteils. Et à côté d'elle se tenait la même enfant silencieuse qui s'asseyait devant la porte de l'hôpital chaque week-end. Elle ne l'interrompit pas, se contentant d'observer de loin un moment. Puis elle rentra chez elle et raconta la nouvelle à sa sœur, qui travaillait au service des patients. Quelques jours plus tard, un kinésithérapeute de l'hôpital dit à Jonathan, « Dis-moi, on m'a dit qu'Isa allait mieux. » « C'est vrai ?» Jonathan acquiesça. « Oui. » Grâce à quelqu'un qu'on n'attendait pas, la nouvelle se répandit vite. Lorsqu'ils arrivèrent ensuite à Harrington Park,
2 autres familles attendaient sur le banc près du grand chêne. L'une avait un garçon qui utilisait un déambulateur, l'autre une fille qui se remettait d'un AVC. Les 2 parents avaient entendu parler de l'enfant qui avait aidé la fille Reeves à retrouver ses jambes. Zach regarda Jonathan. Jonathan le regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas obligé, dit-il doucement. » Zach ajusta la bandoulière de son sac. « Je veux bien. » Il abandonna son temps habituel avec Isa ce jour-là pour s'occuper des 2 nouveaux enfants. Il montra à leurs parents comment utiliser les mêmes étirements à la serviette, comment réchauffer correctement les sachets de riz, comment les encourager sans trop forcer. Et il s'adressait aux enfants, pas à eux. « Vous n'êtes pas brisés, dit-il à l'un d'eux. Vous apprenez juste une autre façon d'être fort. » Isa observait tout depuis son fauteuil roulant, les mains jointes sur les genoux. Elle ne se plaignit pas une seule fois. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin du retour, elle dit « J'aime le regarder aider les gens. » Jonathan lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ah oui ? Oui, ça me donne l'impression de faire partie de quelque chose de bien. » Il sourit. Le week-end suivant, 5 familles étaient présentes. La semaine d'après, elles étaient 11. Un pasteur local apporta des chaises pliantes. Un restaurant du coin commença à livrer des bagels et du café. Quelqu'un imprima des tracts sur lesquels on pouvait lire « Cours de mouvement libre, le dimanche midi, Harrington Park ». Le nom de Zach ne fut pas mentionné, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Un journaliste local arriva avec un appareil photo et un bloc-notes. Jonathan prit Zach à part. « Ça te va ?» Zach regarda les familles autour de lui, les enfants bougeaient leurs membres, ils se la rirent avec une fillette sur un déambulateur. Il hocha la tête. « Tant que ce n'est pas de moi, c'est d'eux. » La journaliste écrivit son article. Il parut en 2e page du Birmingham Sunday Post sous le titre « Un enfant de 9 ans doué aide des dizaines de personnes à guérir dans un parc municipal ». Ils ne donnèrent pas son nom complet. Zach leur demanda de ne pas le faire, mais les gens l'apprirent quand même. Un médecin local proposa de le conseiller. Une association demanda de financer du matériel. Quelqu'un d'autre proposa des cours particuliers gratuits. Pour la première fois depuis le décès de sa mère, les gens ne se contentèrent pas de regarder Zach, ils le virent. Mais Zach ne se vanta jamais. Il étendait toujours la serviette de la même façon chaque dimanche, utilisait toujours les mêmes bottes scotchées, prenait toujours des nouvelles d'Isla avant d'aider qui que ce soit. Mais maintenant, le parc autrefois silencieux était devenu un lieu animé, et un garçon sans domicile fixe était devenu le cœur de quelque chose de plus grand que lui. 9 dimanches avaient passé, 9 dimanches à étendre ses serviettes sur l'herbe, à lever les genoux d'Isla, à partager de petites victoires avec des inconnus qui étaient devenus une sorte de famille. Mais ce dimanche-là était différent. Zach le sentait avant même d'arriver au parc. L'air était plus chaud. Les arbres se balançaient un peu plus lentement. Même Isa était plus silencieuse sur la banquette arrière, concentrée, presque comme si elle se préparait à quelque chose de grand. À leur arrivée, une petite foule s'était déjà formée. Rien de tapageur ni de tapac sans grave-l'œil, juste des familles installant des chaises pliantes, des thérapeutes agenouillés devant les enfants, des parents au regard plein d'espoir. Et au beau milieu de tout cela, ce même banc usé sous le chêne. Zach ne dit rien au début, se contenta de déballer son sac, de dérouler la serviette et de jeter un coup d'œil à Isla. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête. Sans sourire. Juste ce regard, encore. Sérieux, déterminé. Jonathan la fit rouler jusqu'au centre du tapis. Zach s'agenouilla devant elle. « Comme avant, dit-il doucement. On t'aide à te lever. Tu fais le reste. » Jonathan passa derrière elle et plaça ses mains sous ses bras. Zach lui prit les jambes, les guidant doucement. Son visage se crispa de concentration. « D'accord, murmura Zach. À 3. Elle ferma les yeux. 1. 2. 3. Jonathan se leva. Zach stabilisa ses genoux. Puis elle se releva. Ses jambes tremblaient. Ses bras tremblaient, mais elle était debout. Le silence se fit. Certains enfants haltèrent. Une mère se plaqua une main sur la bouche. Isa ouvrit lentement les yeux et sourit. « Je suis debout. » Zach cligna des yeux pour réprimer quelque chose dans ses yeux. « Oui, tu le es. » Jonathan se figea une seconde, comme s'il ne pouvait plus respirer. Puis il la lâcha. Elle resta debout. Il recula, tremblant. Elle y arrive. Zach recula aussi. Juste un peu. Elle le fait. Isa fit un pas hésitant, puis un autre. Et puis, parce qu'elle avait 6 ans, qu'elle était courageuse et qu'elle ne savait pas avoir peur, elle fit un 3e pas, toute seule, avant de tomber dans les bras de son père. Il la surprit en train de rire, de pleurer, les mains tremblantes tandis qu'il la tenait. « Tu as réussi, murmura-t-il.
Tu as vraiment réussi. Isa se tourna vers Zek. Tu avais dit que je le ferais. Il lui adressa un petit sourire. J'avais dit qu'on essaierait. Cet après-midi-là, personne ne quitta le parc précipitamment. Les gens restèrent, parlèrent, s'embrassèrent, certains prièrent. Zek s'assit sur le banc et observa tout. Il ne dit pas grand-chose. Il ne le faisait jamais. Plus tard dans la soirée, Jonathan se tenait dans la cuisine pendant que Zek versait des céréales dans un bol. Tu sais, tu as tout changé, dit-il. Zek ne leva pas les yeux. Moi? Jonathan s'approcha et posa une main sur l'épaule du garçon. Ma fille a marché aujourd'hui, et non pas grâce à un hôpital, un médecin ou un remède miracle. Elle a marché parce qu'un enfant sans ressources a décidé de se montrer encore et encore, même quand personne ne le lui demandait. Zek hocha la tête. C'est ce que ma mère aurait fait. La gorge de Jonathan se serra. J'aurais aimé qu'elle voie ça. Elle l'a vu, dit doucement Zek. Je crois qu'elle voit tout. Jonathan s'essuya les yeux. Zek, dit-il doucement. Tu vas changer beaucoup de vies. Zek leva les yeux vers lui. Je le fais déjà. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont peut-être pas de diplôme prestigieux, de CV étincelant ou un passé parfait, mais qui ont quelque chose de bien plus précieux, du cœur, du courage et une raison de continuer à se montrer. Parfois, les personnes les plus brisées sont celles qui ont les outils pour aider les autres à guérir. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous, partagez-la.